Quand on refuse, on dit non, disait le sage. Mais apparemment, dire non dérange certains, surtout quand ce sont des États africains qui décident de prendre leur destin en main. Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, car aujourd'hui nous plongeons dans une affaire qui sent le déjà-vu. Vous connaissez cette technique, quand on ne peut plus contrôler un pays, on l'accuse de tous les maux. Mais dites-moi, qui contrôle le thermomètre des droits de l'homme et pourquoi s'affole-t-il toujours quand certains États prennent leur indépendance? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Stanlo Panafricain, votre source incontournable d'informations sans filtre et sans détour. Aujourd'hui, nous allons décrypter un rapport explosif qui pointe du doigt le Mali, le Burkina Faso, le Niger et maintenant le Tchad. Violation de droits de l'homme ou stratégie bien ficelée pour discréditer les États? Partagez cette vidéo, activez la cloche de notification et surtout, dites-nous en commentaire, manipulation médiatique ou véritable alerte? C'est parti. Mesdames et messieurs, l'Occident a encore frappé. Il n'est jamais fatigué quand il s'agit de dicter la bonne conduite aux autres. Cette fois-ci, c'est un rapport tout frais, tout neuf, publié le 20 février 2025, qui met sur le banc des accusés le Mali, le Burkina Faso, le Niger et même surprise du chef, le Tchad. Oui, le Tchad, qui vient tout juste de rejoindre la liste des États africains à surveiller de près. Mais alors, que leur reproche-t-on exactement? Le document signé par l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, un nom qui inspire immédiatement le respect, n'est-ce pas, liste une série de violations présumées des droits de l'homme. On parle d'arrestations arbitraires, de détentions injustifiées, d'enlèvements, de disparitions forcées et même d'actes de torture. À en croire ce rapport, ces pays seraient devenus des zones où la liberté et la dignité humaine sont des concepts aussi rares qu'une pluie en plein désert du Sahara. Et tenez-vous bien, ils ont fondé tout ça sur 61 cas, passant par 1000, non 61. À ce rythme, même une bagarre au marché entre un vendeur de tomates et un client trop radin pourrait faire l'objet d'un communiqué officiel. Et comme toujours, les mêmes ingrédients sont au rendez-vous. On vous parle d'une spirale répressive, d'une accentuation des restrictions de liberté publique et bien sûr du grand classique, une menace pour la démocratie et l'état de droit. À croire que c'est une recette bien rodée, avec toujours les mêmes termes pour faire trembler l'opinion internationale, mais alors qui a eu la lourde tâche de nous transmettre cette révélation, eh bien c'est un duo de choc, la Fédération internationale des droits de l'homme et l'Organisation mondiale contre la torture, rien que ça, deux institutions au nom ronflant qui, comme par hasard, ne se préoccupent pas trop des actions commises ailleurs, mais ont toujours un œil grand ouvert sur les nations africaines qui osent prendre leur destin en main. Mais soyons sérieux un instant, est-il possible de parler des droits de l'homme sans prendre en compte le contexte? Ces pays ne sont-ils pas en guerre contre des groupes terroristes qui sèment la terreur, massacrent des innocents et détruisent tout sur leur passage? Peut-on vraiment leur reprocher de vouloir sécuriser leur territoire et protéger leur population? Voilà une question qui mérite réflexion. D'ailleurs, cela nous amène au second point, les réactions et controverses que ce rapport ont suscité. Mesdames et messieurs, voici un rapport qui fait trembler les salons feutrés de l'Occident, mais qui sur le terrain fait lever bien des sourcils. Parce que, oui, pendant que certains brandissent ce document comme une preuve irréfutable d'un retour à l'âge des ténèbres dans le Sahel, d'autres sur place ont du mal à voir où se situe exactement la violation des droits de l'homme. D'abord, il faut comprendre que le Burkina Faso, le Mali, le Niger et maintenant le Tchad ne sont pas en train de gérer un concours de poésie ou un festival de danse traditionnelle. Non, ces pays sont en pleine guerre contre des groupes terroristes bien armés, bien financés et surtout bien déterminés à instaurer le chaos. Et dans une guerre, mesdames et messieurs, il y a des décisions difficiles à prendre. On ne peut pas combattre des hommes armés de fusils et des grenades avec des discours sur la liberté d'expression et le vivre ensemble. Ce n'est pas une réunion de copropriétaires, c'est une lutte existentielle pour la survie des nations entières. Mais voilà que nos chers observateurs internationaux, bien installés dans leurs bureaux climatisés à des milliers de kilomètres, viennent nous expliquer que ces États africains vont trop loin, qu'ils violent les droits de l'homme. Eh bien, posons-nous la question, de quel droit de l'homme parle-t-on exactement? Parce que s'il semblerait qu'il y avait une règle non écrite selon laquelle quand un État africain agit pour défendre son peuple, c'est la
c'est de la répression, mais qui des groupes terroristes massacrent des villages entiers. Là, subitement, les rapports tardent à sortir. Prenons l'exemple du Burkina Faso. Voilà un pays qui a décidé de dire stop aux attaques incessantes sur ces villages, de traquer les complices internes qui facilitent ces massacres. Alors, quand on met la main sur un défi qui vend les informations aux terroristes, qui facilite les infiltrations, qui leur fournit des armes, que doit-on faire? Leur offrir une tasse de thé et de discuter philosophie? Lui donner un petit avertissement et le laisser rentrer chez lui? Non, mesdames et messieurs. En temps de guerre, il y a des mesures fermes à prendre. Ce n'est pas de la répression, c'est de la défense nationale. Mais bien sûr, ce genre de discours ne plaît pas aux défenseurs autoproclamés des libertés publiques. Pour eux, interdire une manifestation en pleine crise sécuritaire, c'est une atteinte aux droits fondamentaux, mais interdire certains médias étrangers de diffuser des informations qui sapent l'unité nationale, c'est un scandale. Pourtant, les mêmes pays qui nous font la leçon ne se gênent pas pour bloquer certaines chaînes de télévision, interdire certains discours, surveiller étroitement la presse. Ah, quand c'est eux, c'est de la protection de la démocratie, mais quand c'est nous, c'est de la dictature. Comprenne qui pourra. Et puis, parlons du Tchad qui vient franchement d'être ajouté sur la liste des pays sous surveillance. Pourquoi? Parce que le président Déby a décidé de prendre des mesures radicales contre les groupes terroristes, parce qu'il a ordonné des frappes massives contre des positions djihadistes, parce qu'il ne veut pas que son pays serve des terrains de jeu pour des mercenaires étrangers. Ah, soudainement, cela devient un problème. Il faut croire qu'un pays africain souverain qui refuse de se plier aux règles imposées à l'extérieur est immédiatement classé comme un régime répressif. Mais si l'on veut vraiment parler de répression, pourquoi ne pas s'interroger sur ces groupes terroristes qui imposent leurs propres lois dans les territoires qu'ils contrôlent? Pourquoi ne pas dénoncer les massacres des civils, les enlèvements, les exécutions sommaires, les viols utilisés comme armes de guerre? Pourquoi ne pas s'émouvoir du fait que ces États doivent gérer un chaos sémé en grande partie par des forces extérieures? Quoi qu'il en soit, cette polémique autour du rapport ne fait que mettre en lumière une chose. Il y a 2 poids, 2 mesures dans la manière dont les droits de l'homme sont défendus à travers le monde. Et cela nous amène à un point crucial. Quelle est la véritable intention derrière ces accusations répétées contre ces pays du Sahel? Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien parce que là, on entre dans le cœur du sujet, là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que oui, derrière ces accusations à répétition, derrière ces rapports pendus avec une régularité digne d'un métronome suisse, il y a quelque chose qui sent fort. Et ce n'est pas l'odeur du café chaud, mais plutôt celle des intérêts géopolitiques bien huilés. Regardons la situation de plus près. Depuis que le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont décidé de dire stop à l'influence française, depuis qu'ils ont commencé à diversifier leur alliance soudainement, ils sont devenus des États infréquentables des régimes autoritaires, des dangers pour les droits de l'homme. Avant cela, il n'y avait aucun problème. On nous parlait de répression, on nous indignait pas de la situation de sécurité et pourtant, les massacres terroristes faisaient déjà rage. Mais aujourd'hui, ces pays ont pris en main leur propre destin et voilà qu'ils deviennent la cible d'attaques incessantes non par militaires, mais médiatiques et diplomatiques. Et parlons du Tchad, le dernier venu dans le club des accusés, voilà un pays qui depuis des années était vu comme un partenaire clé de l'Occident dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, mais depuis que le président Déby a osé lever la voix, depuis qu'il a exigé le départ de certaines forces étrangères, depuis qu'il a commencé à resserrer ses liens avec ses voisins du Sahel, soudainement il devient un dictateur dangereux. On se demande bien pourquoi, coïncidence ou stratégie bien érodée. Et puis soyons sérieux mesdames et messieurs, qui finance ces fameux rapports, qui sont ceux qui décident quel pays est une démocratie et quel pays est une dictature? Certainement pas une main divine tombée du ciel pour distribuer des bons et des mauvais points. Non, ce sont des organisations bien connues, financées par des États qui ont des intérêts bien précis dans la région et ces intérêts, ils ne sont pas forcément humanitaires, n'est-ce pas? Parce que oui, pendant qu'on parle de liberté fondamentale et de démocratie, il ne faut pas oublier que le Sahel regorge des ressources précieuses. L'uranium, l'or et le pétrole. Autant de richesses stratégiques qui attisent bien des convoitises. Mesdames et messieurs, que faut-il retenir de tout cela? Sommes-nous face à une véritable lutte pour les libertés ou une tentative de maintenir un contrôle sur des nations qui veulent s'émanciper? Pourquoi certains pays ont-ils le droit de prendre des décisions souveraines tandis que d'autres ne sont pas immédiatement sanctionnés dès qu'ils osent lever la tête? Ces questions, mesdames et messieurs, méritent d'être posées. Justement, elles nous mènent directement à
un autre aspect crucial de cette affaire. Comment ces pays du Sahel comptent-ils répondre à ces attaques médiatiques et diplomatiques? En termes de ce reportage, le tableau se dessine et celui-ci. Le tableau qui se dessine est celui d'un Sahel au cœur d'un débat international délicat. D'un côté, des rapports dénoncent des pratiques répressives qui porteraient atteinte aux droits de l'homme. De l'autre, les gouvernements locaux, autant pour moi, défendent leurs mesures comme étant indispensables pour protéger leurs citoyens contre les menaces réelles. Cette confrontation de visions soulève une interrogation majeure. Comment assurer la sécurité nationale sans compromettre la liberté individuelle? Qu'en pensez-vous? Les méthodes de ce régime sont-elles une réponse nécessaire à un contexte difficile ou représentent-elles un risque pour la démocratie et les droits fondamentaux? Partagez vos avis dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres analyses exclusives sur l'actualité internationale.